Soyez les bienvenus dans votre journal Afrique. Dans les années 80, ils inventaient un genre musical et allaient à la rencontre de leur public. Le groupe Kassav célèbre à Paris le mois prochain ses 40 années de scène lors d'un concert exceptionnel dont il est seul à avoir le secret. Jacob Desvarieux, membre du groupe Kassav, nous fait l'honneur d'être l'invité du MAG. Mais avant de le retrouver, place à votre journal. Les Soudanais ont mis fin à 30 ans de pouvoir autoritaire, mais ils ne sont pas disposés à donner les rênes du pays à n'importe qui. Face à la contestation populaire, Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhan a été nommé hier à la tête du Conseil militaire de transition, en remplacement du ministre de la Défense. Un nouveau président, mais toujours pas de gouvernement en République démocratique du Congo. La Ligue des jeunes de l'UDPS lance un appel à destination du chef de l'État pour qu'il mette fin aux discussions avec la coalition de l'ancien président Joseph Kabila. Enfin les sports, on connaît les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine. Ça passe pour le TP Congo, pour les TP Mazembe et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Ces 3 derniers jours, la société soudanaise a vécu au rythme des rebondissements. Hier, le général Awad Ibn Aouf, ministre de la Défense, a renoncé à diriger le Conseil militaire de transition. Une mission qui revient désormais à l'ancien chef d'état-major Abdel Fattah Al-Bourhan Abdelrahman. Retour sur les derniers événements au Soudan avec Philippe Randriana Rimanan. Il porte lui aussi l'habit de général soudanais. Abdel Fattah Al-Bourhan Abdelrahman devient le nouvel homme fort du Soudan, à la tête du Conseil militaire de transition. Il remplace le général Binawaf, qui saute au bout de 24 heures. Réaction immédiate dans la rue, la foule exulte dans un concert de klaxons. Comme pour fêter une nouvelle victoire, 2 jours après la destitution par l'armée du président Omar El-Béchir. En 2 jours, nous avons renversé 2 régimes, dont celui de Binawaf. Et maintenant, nous remercions Dieu, car c'est la volonté du peuple qui a gagné, bien que cela ait pris du temps. Bien sûr, nous sommes très heureux de ce qu'il s'est passé, car la personne choisie est l'une d'entre nous. Après des mois de manifestations et des dizaines de tués, c'est la chute du régime militaire vieux de 30 ans. Et la mobilisation se poursuit, notamment devant le QG de l'armée, au lieu de la contestation populaire. Et pas question de s'arrêter sans une transition avec des civils. Mais le général Al-Bourhan Abdelrahman est accueilli d'un bon œil par l'opposition soudanaise. Ses premières décisions vont vers l'apaisement. Le Conseil militaire de transition va s'engager à mettre en place un gouvernement civil pour une période transitoire de 2 ans maximum, durant laquelle, ou à l'issue de laquelle, le pouvoir sera remis à un gouvernement civil formé par le peuple. Les annonces se multiplient, levée du couvre-feu, libération des manifestants emprisonnés et la promesse d'en finir avec l'ancien régime. Une promesse qui a commencé par la démission de Salah Ghosh, le puissant chef des services de renseignement soudanais. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan Abdelrahman semble déterminé à faire bouger les choses. Aujourd'hui, dans la foulée des mesures prises en faveur des manifestants, il s'est engagé à tourner la page de l'ancien régime. Dans le même temps, le chef des services de renseignement, le NISS, démissionnait. Karine Barzeggar. 2 jours après la chute d'Omar El-Béchir, c'est un autre homme fort du régime qui tombe. Le lieutenant-général Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan a accepté la démission de Salah Abdulrahman Ghosh, le chef de la sécurité et des renseignements du Soudan. Salah Ghosh, le puissant chef du NISS, un personnage bien connu des Soudanais qui le surnomme le boucher. Mais Salah Ghosh est bien plus qu'un tortionnaire. Raffiné, cultivé, sophistiqué. C'est un homme de l'ombre, dans les coulisses du pouvoir, depuis plus de 30 ans. C'est quand même quelqu'un qui n'était pas simplement un technicien de la torture, des arrestations, de l'infiltration. C'était aussi quelqu'un qui était engagé politiquement en tant qu'islamiste convaincu dans le mouvement islamiste. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il a servi d'interface entre Oussama Ben Laden et le gouvernement soudanais. Aux côtés d'Omar El-Béchir, il travaille avec la CIA, notamment après les attentats du 11 septembre, alors même qu'il joue un rôle clé dans la répression sanglante au Darfour. Conseiller du président pendant un temps, il reprend la tête des services en 2018 pour superviser la répression des manifestations du pain.
Pendant 4 mois, ces hommes sèment la terreur à travers le pays. Militants, étudiants, journalistes sont méthodiquement ciblés. Les hommes du NISS, en tenue civile, parfois cagoulés, vont jusqu'à faire du porte-à-porte pour arrêter les contestataires. D'où la décision du Conseil militaire de le limoger. Volonté ferme de l'écarter ou geste symbolique pour le protéger de la vindicte populaire. Salah Gauche semble en tous les cas bien trop puissant pour être inquiété. Et à quelques kilomètres du Soudan, en Algérie, les manifestations populaires se poursuivent. Après le 8e vendredi de contestation à travers le pays hier, ce samedi, ce sont les juges qui ont tenu à faire connaître leur mécontentement. Les magistrats algériens refusent de superviser la prochaine présidentielle prévue le 4 juillet. Une manière de soutenir la contestation qui secoue le pays. Écoutez ces quelques réactions recueillies devant le ministère de la Justice. Nous sommes avec le peuple et pour le peuple. L'indépendance de la justice, ce ne sont pas que des paroles, mais des actes. Et pas seulement des slogans et des communiqués qu'on répète dans les forums internationaux. L'application de la loi est essentielle, car la loi s'applique sur le fort et le faible, le riche et le pauvre. Et comme je le dis et je le redis, elle s'applique sur le ministre, l'homme d'affaires et tous les autres. Il faut dire que l'appareil judiciaire a toujours été au service du système. Pas parce que c'est la volonté des juges, mais parce que le pouvoir exécutif exerçait des pressions sur eux. Le mouvement populaire nous a tous libérés. Les jours passent et rien ne semble pouvoir arrêter les affrontements en Libye. Les troupes de l'ANL dirigées par le maréchal Haftar se sont lancées dans une vaste offensive le 4 avril dernier pour reprendre le contrôle de la capitale Tripoli. La ville est aux mains du gouvernement d'union nationale de Fayez el-Sarraj. 2 hommes, 2 visions donc qui s'affrontent pour le contrôle du pays. Anaïs Furtad et Pierre Desorgues. Les combats se poursuivent dans la banlieue sud de Tripoli, entre forces du gouvernement d'union nationale et soldats du maréchal Haftar. Dans le centre-ville de la capitale, des centaines de Libyens manifestent, opposés à l'instauration d'un régime militaire mené par l'homme fort de l'Est libyen. Nous protestons contre le régime militaire, contre le criminel de guerre Khalifa Haftar. Non au régime militaire, oui à la démocratie, oui aux élections, oui à la résolution pacifique. Face à la progression des soldats pro-Haftar, le gouvernement d'union nationale, de son côté, multiplie les appels à l'aide auprès de la communauté internationale. Nous espérons que le Conseil de sécurité peut parvenir à stopper les forces attaquant la capitale. Il doit convaincre les autres États qui soutiennent Haftar de changer leur position. Le Conseil de sécurité doit se prononcer sur un texte demandant l'arrêt des combats. L'ONU a déjà appelé plusieurs fois au retrait des troupes du maréchal Haftar et à une trêve humanitaire, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres. Tout cela en vain. Après une semaine de combat, 75 personnes ont perdu la vie. Le conflit a aussi causé de nombreux déplacés, plus de 4500 au cours de ces 2 derniers jours. Le nouveau gouvernement se fait attendre en République démocratique du Congo, une situation qui crée colère et frustration au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. La jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social appelle Félix Tshisekedi à mettre un terme aux négociations engagées avec le FCC, la coalition de l'ex-président Joseph Kabila, et de former une nouvelle équipe ministérielle. On écoute un des militants de l'UDPS. Le FCC, c'est la coalition qui porte la lourde responsabilité dans la destruction de ces pays. Pendant 18 ans de gestion, aujourd'hui l'UDPS est venu coaliser avec le FCC. Nous avons suivi les mots d'ordre du président qui prônait la réconciliation nationale. C'est dans ce sens-là que nous également, nous avons accepté de travailler avec les FCC. Et nous estimons que les FCC devaient faire profil bas pour essayer, ensemble avec l'UDPS et les autres partis du CACH, que nous puissions reconstruire ce pays. Mais ce n'est pas ce que nous constatons avec nos partenaires du FCC. Ce devait être une formalité pour Lambert Mende, mais il faudra encore attendre. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de Sankuru ont été reportées à lundi. Le scrutin devait avoir lieu ce samedi, mais compte tenu du nombre insuffisant de députés présents à l'Assemblée, le vote a été reporté par la CENI. Cette situation est le résultat de protestations contre la candidature unique de Lambert Mende dans cette province, située dans le centre de la RDC. Et enfin, nous devions recevoir ce soir Carbone Béni, militant du mouvement citoyen Filimbi. Bien évidemment, nous le retrouverons demain dans le Journal Afrique.
Place au sport à présent. C'était aujourd'hui la phase finale des quarts retour de la Ligue africaine des champions. Cet après-midi, mené dès la 2e minute du match sur son terrain, le tout-puissant Mazembe s'est facilement et finalement qualifié pour les demi-finales face aux Tanzaniens du Simba Sport Club. Le score 4-1. On écoute les réactions des deux entraîneurs. Prendre un but, déjà à 2 minutes du coup d'envoi, c'est stressant. Mais ce qui a été important, c'était la réaction de nos joueurs. Ils ont réagi vite et ils ont poussé, ils ont marqué un but égalisateur et aussi le deuxième pour prendre de l'avance sur l'adversaire. Mon grand regret, c'est que lorsque l'on prend ce premier but sur corner, j'ai un de mes joueurs qui est blessé et qui est sur la touche, donc on est à 10 contre 11. Après, il y a quelques erreurs individuelles, mais vous savez, je l'ai dit hier, d'être arrivé à ce niveau, c'était déjà très bien. Les autres résultats de cette Ligue des Champions, victoire du club d'Al Ahly 1-0 face au Mamelodi Sundowns. Le club égyptien est toutefois battu 5-0 au match aller, est éliminé. 2 matchs sont encore en cours, Wydad Casablanca Oroya et Espérance de Tunis CS Constantine. Qualification en demi-finale du TP Mazembe, du Mamelodi Sundowns. Demi-finales qui débuteront le 26 avril prochain. Et puis c'était le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Hier en Égypte, la compétition se déroulera du 21 juin au 19 juillet prochain. On connaît désormais les 6 groupes. Dans le groupe A, ouverture de cette CAN, les Pharaons joueront contre les Warriors du Zimbabwe. Dans le groupe C et D, 2 chocs sont attendus au premier tour. Sénégal-Algérie et Maroc-Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, connaît bien les éléphants avec qui il a remporté la CAN en 2015. Sa réaction à l'issue du tirage au sort. Moi, je prends la chose côté positif, c'est qu'au moins on sera concentré dès le début parce qu'on va se dire qu'on a un groupe difficile. Donc ça, c'est la chose positive. Parfois, vous arrivez dans une Coupe d'Afrique, vous pensez déjà que vous êtes au 2e tour et finalement, vous rentrez à la maison au 1er. Donc au moins, on sera bien concentré et puis on va bien se préparer. Et comme je dis toujours, quand on a des ambitions dans une compétition, il faut respecter tout le monde mais avoir peur de personne. Et puis cette dernière information, la Confédération africaine de football a annoncé aujourd'hui que le Cameroun organisera en 2020 la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en lieu et place de l'Éthiopie. Les Camerounais avaient perdu l'organisation de la compétition cette année en raison des retards accumulés dans les préparatifs. Le Cameroun, justement, plus de 60 000 tonnes de déchets électroniques sont produits chaque année. Appareils électroménagers, téléphones, ordinateurs usagés laissés à l'abandon ou récupérés pièce par pièce dans des conditions peu respectueuses de l'homme et de la planète. Le pays cherche à traiter ces déchets et une première usine a vu le jour à Yaoundé. Reportage Laurie Fauchot avec Stéphane Noah. Une déchetterie à ciel ouvert, en plein cœur du bidonville de Mokolo Elobi à Yaoundé. Pour gagner leur vie, de nombreux travailleurs extraient les métaux des voitures. Des adolescents parfois manipulent des produits dangereux, sans gants ni masques. Ibrahim Mahama Salissou précollecte ces déchets électroniques pour une association. Nous voulons changer leur comportement. Mais comme on dit, les habitudes, on l'a beau dit. Tout ce qui les préoccupe, c'est l'aspect pécunier. Le Cameroun produit entre 60 et 80 000 tonnes de déchets électroniques par an. Une activité lucrative pour ces travailleurs, aux conséquences lourdes pour l'environnement et la santé. Non, laisse, prends comme ça, là. Prends seulement ça. Quand il pleut, le danger s'infiltre jusqu'aux nappes phréatiques. La nappe phréatique est à moins d'1 mètre. Quand on amène les déchets électroniques, on les démantèle au sol. La pluie de lave, ça mène dans le cours d'eau. Face à cette situation, une usine de traitement des déchets électroniques financée par des fonds français a ouvert à la mi-mars. Ici, une quinzaine d'employés collectent ces déchets, les démantèlent, voire les reconditionnent pour les revendre. C'est le flux de déchets dont l'augmentation est la plus rapide dans le monde. C'est un des flux de déchets les plus toxiques dans le monde. C'est probablement le flux de déchets aussi le plus techniquement difficile à traiter du monde. On est le premier début de solution écologique qui existe. Ça veut dire que pour tout le reste, aujourd'hui, c'est balancé dans la nature, c'est cassé, brûlé dans les quartiers informels. Et que tout ça, en fait, ça participe à un empoisonnement de masse de la population urbaine.
Avec cette usine, le Cameroun espère recycler jusqu'à 5000 tonnes de déchets par an d'ici à 2022. Encore loin toutefois de la masse de produits abandonnés chaque année. C'est la fin de la première partie de votre journal. Désormais, place au MAG. L'actualité de la semaine qui vient de s'écouler, mais aussi celle qui s'annonce à travers le regard d'une rédaction africaine. Ce soir, le point de vue d'Askin Bamako, rédacteur en chef du journal Le Démocrate. La rubrique Vue 2 nous emmène à Bangui, en Centrafrique. L'actualité de la semaine, c'est Bangui-Lac, Bangui-Garamboulaye. C'est un axe à problème, l'unique axe d'approvisionnement, aussi bien de la capitale que de tout le pays, l'ensemble du pays au-delà. Il y a les éléments du FDPC qui contrôlent cette zone et qui se sont mis en colère ces derniers temps après la publication du gouvernement. Ils ont bloqué l'axe pour faire des chantages en un mot. Le contingent, il y a des contingents de la MINUSCA et les forces armées ont dû intervenir et ont chassé ces éléments. Et du coup, ils ont libéré la voie. La personnalité de la semaine, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre qui a été l'artisan, il faut le dire, de l'accord de Khartoum et qui, une fois nommé, s'est jeté à l'eau pour mettre en application ces accords que lui-même il a signés. Firmin Grebada a visité les prisonniers du FDPC qui ont été amenés à Bangui, mais il n'a pas fait que cela. Il a lancé un appel pressant, il a parlé pour toucher le cœur de ces rebelles en interpellant directement leur chef. Et ça, c'est un message fort parce qu'on sort à peine de l'accord de Khartoum. On doit aller vers la mise en œuvre et il y a un mouvement sur 14 qui se met à tout saboter. Alors ça, c'est quand même inquiétant. La semaine qui vient sera marquée par l'embargo sur les armes. Vous savez que l'embargo sur les armes pèse sur l'armée centrafricaine et le Conseil de sécurité vient de donner un signal fort déjà en annonçant dans les jours à venir, dans les temps à venir, des mesures, des objectifs qu'il faut soumettre au gouvernement pour observation. Et ce sont ces mesures qui feront encore la une de l'actualité puisque ça va susciter les réactions des uns et des autres. Il y a le gouvernement qui va réagir, il y a l'opposition, il y a la société civile. On sait que la question de l'embargo est une question centrale parce que c'est ça qui prive l'armée de se mettre en action. On serait tenté de ne plus le présenter tant lui et son groupe ont marqué la musique et plus particulièrement le zouk qui nous vient des Antilles. Jacob Desvarieux, un des membres du groupe Kassav, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Première question, 1979-2019, quel chemin parcouru? Ouais, même nous on n'y croyait pas. Franchement, à l'époque en tout cas on trouvait que c'était un projet mégalo, mais on ne pensait pas qu'on arriverait jusque-là. Et quelle est votre vision aujourd'hui quand vous regardez un peu dans le rétroviseur? On est content parce que nous on a grandi avec l'image des artistes maudits à qui on reconnaît du talent peut-être 100 ans ou 200 ans après leur mort, y compris dans la musique classique, quoi. Et aujourd'hui de notre vivant, on a du succès dans plein de pays, on a visité un tas d'endroits. Bon, il y a même des artistes qui ont l'âge de nos enfants, qui sont inspirés par ce qu'on fait. Bon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? Justement, les générations. Je veux qu'on regarde un extrait d'un de vos concerts. C'était au Stade de France, il y a 10 ans. Ces dames, bonjour. On a pu voir à l'image Jocelyne Béroir et Georges Décimus. Avant de revenir sur toutes ces années au cours desquelles vous nous avez fait danser, j'aimerais revenir avec vous sur une année, l'année 1985, votre rencontre avec un peuple et un pays, la Côte d'Ivoire.
Effectivement, ça a été une révélation pour nous, parce que vu des Antilles, on nous dit tiens, vous devriez venir jouer en Côte d'Ivoire, là-bas, vous avez beaucoup de succès. On se dit ouais, bon, le gars il nous a entendu 2 fois à la radio, ça y est quoi. Et on est arrivé, effectivement, c'était impressionnant, c'est-à-dire qu'on a vécu des choses qu'on n'osait même pas raconter en rentrant, quoi. Aujourd'hui, quelles sont les images qui vous reviennent quand vous évoquez ce concert en Côte d'Ivoire? Déjà l'arrivée à l'aéroport, un accueil qu'on n'attendait pas du tout. Franchement, on ne pensait pas qu'on était aussi connus là-bas. Et puis les premiers concerts, on a fait un concert à l'Hôtel Ivoire, bon ça c'était un concert disons. Hein. On nous a dit oui, il y a des ministres qui ont enlevé leurs chaussures pour danser, tout ça. Oui, mais à l'époque, aux Antilles, on n'avait jamais eu de ministre, même secrétaire d'État, je crois qu'on n'avait pas encore eu ça. Donc oui, bon, on dit c'est bien. Bon, et puis le lendemain, on va jouer dans un stade à Bouaké, je crois. Et là, il y avait 25 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, nous, on vient de petites îles où il y a 450 000 habitants. On dit qu'il y en a 25 000 sur un stade. C'était carrément incroyable, quoi. Et là, c'est le coup de foudre. Non, mais déjà, on a un lien avec l'Afrique. Alors, c'est vrai que vu des Antilles, ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de choses, mais on doit tout à l'Afrique. On doit exister déjà. Hein. Il suffit de voir. Bon. Et puis, la musique qu'on fait, c'est quand même... C'est tout ce qui est arrivé avec tous les déportés, pendant l'esclavage. Évidemment, qui ont évolué autrement. Vous savez, c'est les cousins. On n'a pas grandi dans le même territoire, mais la musique qu'on fait, c'est de la musique africaine. Hein. Et les Africains se sont reconnus dedans. C'est un truc pour nous qui était carrément... Justement, vous avez fait référence à l'histoire. Jacob Desvarieux, d'un point de vue personnel, expliquez-nous le lien qui vous unit à l'Afrique. Alors, pour moi, personnellement, j'y ai été quand j'étais petit, avec ma mère. J'ai vécu, je crois, au moins 2 ans, dans ces eaux-là, je devais avoir 10 ans. Bon, j'ai dû vivre 2 ans et demi au Sénégal. C'est là où j'ai appris à jouer de la musique, parce que c'était pas du tout écrit. Hein. C'est en Afrique, au Sénégal, que vous découvrez la musique. Découvrir, non, mais vous apprenez à jouer. À la maîtriser, à y jouer. Maîtriser, on n'était pas encore là. Mais disons que j'avais un voisin, juste la maison en face de là où j'habitais, qui était musicien. Lui était professionnel, il jouait dans un des meilleurs groupes du coin, mais on était trop petits pour aller voir. Vous savez, à 10 ans, 11 ans, on va pas dans les boîtes de nuit, quoi. Mais tous ses petits frères jouaient de la guitare. Ils savaient jouer au moins un morceau. Et moi, je les regardais, ils jouaient sur ma guitare, alors que moi, je savais pas du tout jouer, donc je lui ai fait du chantage. Il m'a appris. Et c'est marrant parce que peut-être 30 ans après, 40 ans après, je sais plus, un jour, je vais jouer avec Kassab, donc on va jouer quelque part au Sénégal. Et il y avait aussi Youssou N'Dour. Et le bassiste de Youssou, qui vient me voir et qui me dit tu te rappelles pas de moi, j'habitais en face de chez toi, tout ça, c'était un des petits frères qui s'appelait Habib Faye, qui est mort malheureusement l'année dernière, je crois. Paix à son âme, mais voilà. Et puis il y a un autre petit frère aussi qui s'appelait Vieux Faye. Celui qui m'a appris, c'était Adama Faye. Toute la famille, ils jouaient tous. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer un morceau. Et puis, on se retrouve des années après sur les grandes scènes, quoi. Jacob Desvarieux, vous parliez des petits frères, des jeunes. Les jeunes artistes du continent semblent vous tenir à cœur. Si je vous dis Toufan et Oulé, qu'est-ce que ça vous évoque? C'était dernièrement, en fait... j'ai entendu dire qu'ils voulaient faire une reprise de Oulé. Alors, ça arrive souvent que des gens veuillent faire des reprises de nos chansons. Sauf que là, la version qu'ils ont proposée, je trouvais ça intéressant. Parce que c'était pas simplement refaire la chanson, c'est la faire à leur sauce, quoi. Je veux dire, pour moi, en tant que musicien, quand on fait une version d'une chanson, c'est pas pour ressembler à l'original, c'est pour que ce soit carrément autre chose. Et là, ils avaient une version vraiment intéressante. Après, ils m'ont demandé de faire un duo avec eux. J'ai dit, si vous voulez, mais déjà, votre version, c'est déjà quelque chose, quoi. C'est une manière de transmettre. Oui, mais de toute façon, c'est... Comment dire malheureusement, on n'a pas d'école pour ça, mais quand on est artiste, on transmet ce qu'on a fait. Mais on ne peut pas le transmettre directement comme ça. On n'a pas le sens pour être prof. Ou, vous savez, comment je pourrais dire ça? Je trouve pas le mot, mais enfin, c'est un peu comme les instituteurs au siècle dernier. Il fallait avoir la vocation. Alors nous, on a la vocation pour jouer de la musique, pas pour apprendre à jouer de la musique. Mais en tout cas, on a fait des choses qui ont inspiré des gens plus jeunes que nous. Pour nous, déjà, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Ce qui nous amène à la prochaine grande fête que vous organisez, le 11 mai prochain, à la U-Arena de Paris de Nanterre-La Défense. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde quelques instants les images d'il y a encore 10 ans, au Stade de France.
Jacob Desvarieux, comment vous sentez-vous à quelques semaines de ce grand rendez-vous? Là, on est en pleine répétition, on essaie de faire au mieux parce que là, on a une salle qui est la plus grande d'Europe, qui prend 40 000 personnes, bon, c'est quand même pas mal. C'est un challenge. Ah ouais, comme souvent, on a le plus grand écran d'Europe, on a du matériel à disposition pour faire des choses extraordinaires. Et là, on va essayer de rentabiliser ça au maximum. Continuez à nous faire danser et à nous inspirer. Merci beaucoup, Jacob Desvarieux, d'être venu sur notre plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes en concert le 11 mai prochain à Paris, la Défense Arena, avec tous les membres du groupe Kassav pour fêter vos 40 ans de scène. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Journal Afrique. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.